Nous étions le 8 mars, qui n'est pas le jour de la fête des femmes, sinon on va se faire, à juste titre, reprendre. Mais la journée internationale des droits des femmes, donc on aurait presque voulu que ça tombe le 8 mars aujourd'hui, mais voilà, et on essaiera avec la Vilipo en fait de faire autour de cette date du 8 mars une rencontre dédiée sur un thème qui mettra en avant les femmes, qu'elles soient auteurs, autrices, personnages, ou directrices de collection. C'est aussi quelque chose. Alors, je vais présenter nos deux invités. Donc, à ma gauche, Sandrine Destombes. Alors, je ne sais pas si on prononce le S. Sandrine Destombes. C'est ça, voilà. Donc, vous êtes autrice de romans policiers, mais pas que. Plusieurs cordes à votre arc. Vous avez suivi des études à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle et vous travaillez dans la production d'événements. Et vous profitez de votre temps libre pour écrire des polars, voilà, qui est un peu apparemment un genre littéraire que vous affectionnez. Je crois, sauf erreur, que jusqu'au Disparu de la Durance, qui est le dernier livre publié et qui est juste en vitrine à l'entrée, j'ai compté 9 romans, voilà, et que le 5e, qui n'est pas ici, mais qui s'appelle Les Jumeaux de Piolenc, a été récompensé en 2018 par un grand prix, le Grand Prix VSD du Polar, qui était présidé par Michel Bussy. Donc, voilà. Et Sandrine, vous êtes également membre du collectif Les Louves du Polar, dont on va reparler tout à l'heure, pour que vous puissiez nous dire un petit peu quelles sont les actions et pourquoi. Alors, au départ, puisque on était autour du 8 mars, on s'est intéressé à des personnages féminins, mais il n'y a pas que des personnages féminins dans votre œuvre. Donc on a regardé en fait les livres qui sont chez nous, qui sont la commissaire, la tétralogie, donc 4 romans qui se suivent, où le personnage pivot est une jeune commissaire qui s'appelle Max Tellier. Max n'est pas entièrement son prénom, on reviendra aux histoires de prénoms aussi. Voilà. Et on a ajouté, mais bien sûr il y a d'autres livres dans votre œuvre, un roman qui s'appelle Madame B, et qui est en fait centré sur l'histoire d'une nettoyeuse une nettoyeuse de scènes de crime, voilà, qui œuvre pour des commanditaires très discrets et qui œuvre dans la plus grande discrétion, normalement. Et peut-être vous nous parlerez aussi de la thématique des cold cases, qui est un petit peu un pas de côté, mais qui est quelque chose d'assez présent dans vos romans et qui vous intéresse. Alors, Caroline Granier, donc vous êtes normalienne, agrégée, docteur en lettres modernes, vous êtes enseignante. Et alors, auteur d'un ouvrage de référence qui est issu de votre thèse sur quelque chose qui est un petit peu éloigné par rapport à la thématique d'aujourd'hui, donc plus d'un talent à votre actif. Les modalités historiques et littéraires de l'engagement des écrivains anarchistes en France dans les années 1880-1900. Mais au centre d'intérêt, bien sûr, vont inclure aussi les romans policiers féministes, donc c'est ça aussi dont on va discuter. Et vous avez publié 2 essais qu'on a bien sûr à la Vilipo, on peut consulter. Donc le premier aux éditions Ressouvenance en 2018 qui s'appelle À armes égales, les femmes armées dans les romans policiers contemporains. Et puis en 2022, toujours chez Ressouvenance, En quête d'héroïne, qui est plus comme une forme un peu de dictionnaire avec des fiches par protagoniste, personnage. Voilà. Donc les deux sont aussi consultables à la Vilipo. Alors d'après les louves, ces fameuses louves du polar dont on va reparler plus tard, en 2023, ça étonnera peut-être personne, le lecteur de polar en fait est une lectrice à 70%,
Et les Louves avaient trouvé en fait que 40% des polars qui ont été publiés, donc c'est les chiffres 2023, donc c'est des gros chiffres, ont été publiés par des autrices et pas par des auteurs masculins. Et qu'on remarquait aussi, donc Télérama faisait remarquer c'est un article qui est paru autour du quai du polar de l'année dernière, qu'il y avait de plus en plus de directrices de collection femmes dans ce genre. Alors, on a longtemps parlé, et puis c'est un sujet d'actualité, vous pouvez lire plein de choses là-dessus, sur l'invisibilité des femmes dans l'histoire de la littérature ou dans l'histoire de l'art. On a quand même beaucoup de choses maintenant qui paraissent sur ce sujet, ou de leur représentation tellement ténue que c'est comme si elles étaient presque absentes. C'est plutôt qu'elles sont masquées que absentes d'ailleurs. Et ça vaut aussi quand on regarde un petit peu les ouvrages qu'on a à la Bilipo sur l'histoire de la littérature policière. Où en fait, quand on creuse un peu, on ne trouve pas tant de choses, alors qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'autrices ou d'auteurs connus. C'est quand même un genre où il y a beaucoup de femmes écrivaines très connues. Mais dans les histoires, en fait, quand on a des panoramas sur le genre, il n'y a pas beaucoup de place. Elles ne sont pas forcément mises en valeur. Alors après, on peut parler des genres, des sous-genres, mais en fait, elles n'existent pas vraiment. Finalement, j'ai recensé un petit peu depuis 1995 l'ouverture de la Bilipo. On a fait moult rencontres, table ronde. Alors c'est peut-être pas complètement, ça dépend si on a mal saisi ou si on a oublié de saisir. Hein. Moi, voilà, je me fie au tableau. Il y a 11 rencontres avec des autrices femmes, donc sur 30 ans, c'est quand même pas désert. Il y a une rencontre, bien sûr, qui a été entièrement dédiée à Agatha Christie. Voilà, donc c'était presque plus, ça tenait, je sais plus si c'est une rencontre ou une journée, enfin quelque chose de vraiment très... Vous voulez rencontrer? Non. Comme ça, en feeling, non. Et bien sûr, il y a plein de rencontres thématiques où la problématique des autrices ou des personnages féminins sont apparus. C'est pas qu'on n'a jamais parlé des femmes, nulle part. Voilà. Mais finalement, 11 rencontres complètement dédiées, ça me paraissait. J'aurais cru qu'il y en avait plus, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'on parle souvent, peut-être vous y reviendrez, vous, la perception que vous avez même en 2023, de comment on parle des autrices femmes dans la presse, alors dans les médias. Bon, après, c'est pour faire vendre, c'est pour attirer le grand public, c'est aussi d'autres objectifs, mais finalement, les stéréotypes, ils ont quand même la vie dure, parce qu'on parle toujours la reine du crime, la nouvelle reine du crime, donc c'est sympa pour l'ancienne reine du crime, les grandes dames du polar. Bon, il y a eu plein de choses dans la vague années 80-90 en France, mais c'est finalement une étiquette assez ambiguë, parce que c'est assez commode de mettre tout le monde dans le même sac, voilà, et c'est quelque chose assez facile. Et j'ai mis dans la vitrine de l'entrée, si vous allez voir, il y a une petite vitrine, quelque chose qui m'avait questionné, c'est Ruth Rendell, dont on ne peut pas dire que c'est une parfaite inconnue. Dans un interview au journal Elle, alors c'était le 19 juillet 1999, on lui demande si elle est heureuse d'être une reine du crime, enfin, grande dame du polar. Et elle fait reine du crime, moi, eh ben, je trouve l'expression vulgaire, sexiste et machiste. Et ça, c'est Ruth Rendell qui le dit. Donc, ça peut questionner aussi. Alors, je précise que nos deux invités, avant de se rencontrer pour la Bilipo, elles ne se connaissaient pas, donc c'est aussi l'occasion de belles rencontres, enfin, normalement. Et donc, elles se sont vues un petit peu avant, et on les s'entraînait les oreilles. Est-ce que, une question qui vous intéressait toutes les deux, est-ce qu'on parle de polar féministe, et qu'est-ce que ça peut être le féminisme appliqué au polar? Vous avez 3 heures. Alors, c'est pour toi. Alors, voilà. En gros. Oui, non, c'est une grosse question. Hein, donc, oui, ouais. D'abord, qu'est-ce que c'est que le féminisme? Aujourd'hui, on parle beaucoup de féminisme avec un S, hein, plusieurs féminismes. Je me
risquerai pas à donner une définition. Moi, j'ai la mienne, mais qui est assez ouverte. Et c'est vrai qu'après, le fait de parler de polar féministe, de ma part, c'était un peu un coup de force, parce que j'ai un peu fait rentrer comme ça dans mon corpus plusieurs auteurs ou autrices qui peut-être ne se disent pas féministes, j'en ai tout à fait conscience. Et c'est vrai que c'était aussi un petit peu la première discussion qu'on a eue, c'est oui, mais je voulais pas non plus te coller une étiquette dans laquelle peut-être tu ne te reconnais pas. Alors pour moi, le féminisme, c'est, peut-être je vais citer, parce que c'est plus simple, citer une citation que j'aime bien de Belinda Cannon et que je cite depuis que je fais les bouquins, parce que je trouve qu'elle a le mérite un petit peu de clarifier les choses et puis de mettre beaucoup de monde d'accord. Donc voilà ce que disait Belinda Cannon, une écrivaine. Alors ça, c'était dans un de ses premiers livres en 2010. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'être une femme, mais je suis sûre de vouloir faire de nombreuses choses, dont la plupart d'ailleurs pourraient également être faites par des hommes. Et mon seul souci est qu'on ne m'empêche pas, sous prétexte que je suis une femme, de les faire. En ce sens, la question de l'identité passée l'adolescence me paraît secondaire par rapport à celle de la liberté d'agir. C'est pourquoi je propose d'inverser les priorités et de rechercher toujours la liberté, au lieu d'une insaisissable identité. Voilà. Alors c'est vrai que ça c'était dans les années 2010. Maintenant, avec l'évolution aussi du féminisme, je pense que peut-être je n'écrirai plus la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces théories queer, par exemple, la question de la non-binarité viennent bousculer tout ça aussi, mais finalement, je trouve qu'on se retrouve quand même dans cette définition-là qui est la recherche de la liberté, au-delà des identités dont on peut se réclamer. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant, et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup portée. Et du coup, ça m'a permis de chercher un peu à chaque fois. Alors moi, je suis partie de cas très concrets, c'est-à-dire dans les romans policiers que j'aimais, j'ai pris plaisir à retrouver des héroïnes et à voir comment ces femmes, elles se débrouillaient un petit peu avec les assignations genrées, avec le patriarcat, avec les limitations qu'on leur imposait. Et ça dépend évidemment des contextes, ça dépend des pays, ça dépend des époques, ça dépend de leur histoire personnelle. Donc c'est pour ça que je ne me risquerai pas du tout à dire un tel est féministe, un tel ne l'est pas parce qu'elle fait comme ci, et c'est pas une bonne façon de faire. Mais j'ai regardé à chaque fois comment chacune essayait de se dépatouiller avec ça, avec son histoire, avec ses limites, avec ses contraintes, et de voir finalement ce qui pouvait être émancipateur, qui pouvait faire qu'elle gagnait en liberté. Et là, je me suis dit, ça, c'est des voies qui me semblent inspirantes pour un féminisme, en tout cas pour moi, en tant que lectrice femme, en tout cas ciné-femme. Et donc, je suis partie de là, d'une définition assez large du féminisme. Et c'est vrai que quand je parle de polar féministe, en fait, c'est ma lecture. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que ces exemples, ces personnages m'inspiraient. Et que je trouvais que c'était intéressant de les faire dialoguer ensemble. Voilà, sans vouloir du tout préjuger des idées, des combats, des autrices et des auteurs dont je parle évidemment. Après, là, j'occulte un peu aussi la question collective. Je pense que le féminisme, pour moi, c'est un féminisme collectif, de combat. Mais c'est un peu une autre question. Ici, on parle de représentation littéraire, dans l'imagination, dans l'idéologie, je pense que l'idéologie, elle passe vraiment par les œuvres, et c'est pour ça que tu as évoqué les premiers travaux, c'était sur les écrivains anarchistes. Les écrivains anarchistes au XIXe siècle pensaient qu'on pouvait changer le monde en écrivant, par la littérature. Et moi, je continue de le penser. On peut faire évoluer les mentalités grâce aux représentations littéraires et aux personnages qu'on voit dans les romans. C'est ça aussi qui me motive. Je te laisse parler. Alors là, je vais parler en mon nom, pas au nom du collectif Les Louves du Polar, parce que ça, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'on s'est rencontrés un petit peu avant, parce que moi, j'avais un petit peu peur, parce que j'entendais parler de polar féministe. Je suis une femme et j'écris du polar. Moi, c'était ça. Mais bon, en fait, c'était surtout que j'écris du polar. By the way, c'est vrai, je suis une femme. Mais ça n'avait pas plus d'incidence que ça dans ma tête. Quant au féminisme, déjà, je suis
suis pas la jeune génération des féministes, donc je n'ai pas les mêmes combats qu'elles. La plupart de mes combats en tant que femme, ils sont plutôt derrière moi, puisque j'ai pu faire le travail que je voulais, j'ai pu faire tout ce que je voulais en fait. Et déjà, des femmes s'étaient battues pour moi, et moi je trouvais que j'étais libre de pouvoir faire tout ce que je voulais. Avec en plus un petit caractère de cochon qui faisait que celui qui avait envie de m'en empêcher se retrouvait vite coincé. Mais pour moi, le féminisme, justement, j'avais beaucoup de mal à le définir, donc dans ces cas-là, je vais vers mon livre de chevet qui est le dictionnaire, et je vois féminisme pour l'égalité entre l'homme et la femme. Moi, ça me suffisait, c'était ça mon féminisme. Mais c'est vrai que quand je me suis mise à écrire, je n'ai jamais pensé que je faisais quelque chose de fou parce que j'étais une femme et que j'écrivais du polar. C'est une fois que j'ai commencé à être interviewée, qu'on a organisé des tables rondes, on disait le polar en tant que femme, qu'est-ce que ça fait d'être une auteure de polar femme, et on me ramenait toujours à ma condition de femme. J'ai compris que tout d'un coup c'était un sujet manifestement qui méritait qu'on s'y attache. Moi je n'avais pas du tout vu ça, j'écrivais. Et mes personnages, alors effectivement mon premier personnage est une héroïne, mais j'ai eu d'autres livres où c'était des héros. Bon, il y a toujours des hommes et des femmes en fait dans mes livres, c'est rare qu'il y ait qu'un genre. Et c'est à force d'entendre les gens me ramener quelque part à ma condition de femme qui écrit, où je me suis dit, bon, il y a quand même manifestement un sujet, donc il faut peut-être un petit peu approfondir. Et c'est là où après nous nous sommes regroupés plusieurs femmes pour étudier un peu cette histoire-là, parce que je pense que beaucoup comme moi n'avaient même pas idée que ça puisse choquer qu'une femme puisse écrire du noir. Après, on faisait des petits tests, on demandait aux gens, mais par exemple, vous connaissez qui comme auteur femme du noir? Oui, parce que moi je dis pas autrice, mais ça c'est pas grave, chacun dit comme il veut. Et on me répondait Agatha Christie, Mary Higgins Clark. Je disais ok, dans les vivantes. Alors il y avait Camille Alekberg, Elisa Garner. Ok, dans les françaises, allons jusque-là. Alors ceux qui ne savaient pas que Fred Vargas était une femme ne la citaient pas. Mais ça s'arrêtait très vite. Il n'y avait personne. Or, effectivement, 40% des livres de polar sont écrits par les femmes, et donc énormément de femmes francophones. Donc c'est ça qui était assez hallucinant comme constat. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai regardé dans ma bibliothèque et je me suis aperçue que j'en avais pas beaucoup plus en fait des femmes dans ma bibliothèque. Moi aussi, je n'avais que des hommes dans ma bibliothèque, et toutes les femmes à qui j'en parlais, les autres auteurs avec qui on s'est regroupés, on n'avait quasiment que des hommes aussi dans la bibliothèque. Donc finalement, on était conditionnés pour n'avoir que des hommes dans notre bibliothèque. Voilà, et c'est là où on s'est dit, tiens, il y a quand même une petite réflexion à faire, à avoir entre les deux. Pour moi, ça a été vraiment le déclic là, pour écrire ce livre. C'est-à-dire, pour moi, au début, j'en avais marre de lire que des histoires d'hommes et de personnages principaux, d'enquêteurs masculins. Je lisais pas mal de polars et j'adorais ça avec des auteurs extraordinaires. Mais les femmes étaient toujours des victimes, et à un certain moment, je me suis dit, bon, ça me gêne. Quelque part, ça me met un peu mal à l'aise, et puis c'est déprimant en fait. Et je me suis dit, est-ce que je peux pas trouver d'autres personnages, en tout cas, qui changeraient un peu les idées, qui me donneraient peut-être une autre image des femmes, qu'elles je pourrais m'identifier un peu plus joyeusement. Et je suis partie, donc c'était dans les années 2000, et pareil, j'ai commencé des amis qui lisaient, qui étaient un peu plus au courant de moi de la production féministe, enfin féminine, c'est pas forcément du tout des féministes, lesbiennes, beaucoup d'auteurs anglo-saxonnes lesbiennes au départ, dans les années 80, et donc j'ai commencé à avoir une liste. Au début j'avais 10 noms, alors je suis allée chercher, puis après j'en ai eu 20 et 30 et 50, et puis j'ai découvert tout un univers en fait. Pourquoi on ne les rencontrait pas? Parce que quand on va sur les étals des libraires, et encore aujourd'hui, hein, on va voir, et puis il y a une majorité d'hommes en fait. Quand on va ouvrir les revues critiques du polar, il y a une majorité d'hommes, sauf quand c'est tout d'un coup la journée des femmes, ou les reines du polar, ou c'est voilà, donc c'est des trucs, des numéros un peu exceptionnels. Et ça bouge, mais très très lentement. Hein. Même maintenant. À toi, c'est vrai que on n'a pas fait la tournée dans le 5e, on est quand même plutôt gâtés, question devanture de libraire. Mais je sais pas, je me rends pas. En fait, quand on se pose pas la question, quand les libraires se posent pas la question, on va spontanément. Et puis les critiques, les prix littéraires pendant très longtemps étaient majoritairement décernés à des hommes. Et puis les programmes de l'agrégation sont majoritairement, il y a très peu de femmes. Les programmes
les listes qu'on étudie au lycée. Bon, c'est pas seulement le noir, hein, c'est vraiment général. Donc si on n'a pas une politique, on va dire volontariste, si on n'a pas vraiment, si on ne fait pas exprès, ben, on va avoir dans sa bibliothèque que des hommes. C'est ce qui m'est arrivé. Donc après, j'ai trouvé de plus en plus de femmes et je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'elles écrivaient. Et puis les gens, pareil, me disaient, mais quand même, voilà, pareil comme toi, à part Fred Vargas, il y a qui? Et là, au bout d'un moment, j'en ai eu marre qu'on me pose la question. Je me suis dit, je vais écrire un bouquin. Et j'ai ça chez Bélissé. Non, mais c'est. Tu parlais des reines du polar. Nous, on a rigolé quand on a fait le collectif parce qu'on a essayé de récupérer les quelques articles qu'on avait qui parlaient de nous. Donc, on était 6 reines du polar, 2 reines du thriller, une reine du crime. On s'est dit, bon, ça fait quand même un beau royaume, hein, bien Rome, mais il n'y a rien d'autre. Et après, ce qui est dingue, c'est qu'on a, dans ce collectif encore, on est pas mal à avoir des prix. Et puis, bon, on est beau prix, c'était le prix de l'ASD, mais Madame B a eu le prix de la Ligue de l'Imaginaire, qui est quand même pour moi quelque chose de. C'est respectable, le prix de la Ligue de l'Imaginaire. Il y a eu le prix Cognac, ils sont plusieurs dans le prix Cognac, il y a eu plein d'autres prix. Pour autant, vous ne les connaissez pas. Il faut se battre pour qu'elles soient en raisonnage. C'est-à-dire que dans les salons, on est la moitié quasiment, enfin 40% de femmes dans les salons spécialisés dans le noir. Et sur les îlots en librairie, il y a 2 pauvres françaises qui se battent parmi le reste. Et encore, on sait que c'est les représentants qui ont réussi à nous placer, mais c'est pas évident. Alors, c'est vrai que dans la presse, déjà le polar est maltraité dans la presse française, hein, clairement. Ça reste quand même une littérature de genre, donc on n'a pas spécialement parlé dans la presse nationale. Mais de toute façon, quand on en parle, ça sera toujours les mêmes, ceux qui ont vendu le plus d'exemplaires. Et pourtant, il y a des femmes qui vendent beaucoup aussi d'exemplaires, mais elles, on ne les citera pas. Mais alors, il y a une particularité française quand même, parce que les autrices, auteurs anglo-saxonnes aux États-Unis, dès les années 80, elles ont fondé un groupe de pression. C'était Sisters in Crime, fondé par Sarah Pareski, qui a milité quand même pour que ça soit reconnu, qui fait un travail auprès des bibliothèques, des libraires, qui a aussi édicté des règles d'écriture pour les femmes assez strictes pour créer des héroïnes et que ce ne soit pas toujours un enquêteur au centre de l'action. Et ça a marché. Du coup, il y a eu vraiment les premières héroïnes qui m'ont vraiment bouleversée. C'est des américaines, quoi. C'est des femmes. Je ne trouvais pas l'équivalent en France au départ. Ce n'était pas comparable. Et quand on me pose des questions dans les interviews que j'ai lues, et en particulier dans les super fonds de la Bilipo, parfois les Françaises disent non, mais moi je veux pas qu'on parle de mon genre, je veux pas être traitée comme une femme, j'écris pas du tout comme une femme, je ne suis pas une auteure féminine, etc. Et c'est très français, ça, cette question de l'universel. On n'a pas envie d'être communautaire, en fait. On n'a pas envie d'être une sous-catégorie, mais du coup, on rate aussi quelque chose au niveau du combat et au niveau, les idées, elles passent aussi de manière collective quand on s'associe ensemble pour dire, non pas on est des femmes, donc on se met ensemble, mais on a peut-être à un moment envie d'être plus visible, nous toutes, ensemble, de manière collective. Oui, et ça se fait maintenant avec les Louvres, et je pense que c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que très peu de nous dans le groupe, on aime ce concept d'universalité. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, il n'y ait plus du 8 mars. C'est-à-dire que moi, la journée du 8 mars, j'ai l'impression que je suis au même niveau qu'une maladie orpheline ou la journée des câlins, quoi. Donc, le rêve absolu, c'est qu'il n'y ait même plus besoin d'étudier cette date. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est contradictoire, pourquoi le fait de s'unir collectivement en disant mais on n'y est pas encore là, on n'est pas encore à l'égalité, on ne voulait pas parler d'écriture féminine. Alors ça c'est insupportable, d'accord, c'était juste ça. Mais on a joué sur la, on s'est dit, utilisons cette fameuse sororité qu'on découvre, parce que c'était pas forcément ma génération, la sororité, c'était plutôt on se tirait dans les pattes. Les jeunes nous ont amené ce concept que je trouve très beau de la sororité. Donc on s'est regroupés, on s'est dit effectivement ensemble on va être plus fortes. Mais sans perdre pour autant notre identité comme on est nous, c'est-à-dire juste, ok, puisqu'il faut ça, puisque vous ne voulez pas nous entendre, on va être beaucoup plus de voix, on va faire une chorale, et là vous allez nous entendre. Et c'est vrai qu'ils nous entendent aujourd'hui, beaucoup plus. Mais sortir justement, contrer cette idée d'écriture féminine, qui est
complètement biologisante, essentialisante, qui est extrêmement sexiste. C'est important, mais je pense que le terme de féministe, justement, permet de contrer ça. Et je voulais parler d'un petit bouquin, d'un essai, qui est sorti récemment d'Azélie Fayol, et qui parle d'un féministe gaze, justement, comme pendant au male gaze. On parle, alors, le concept de female gaze a été très utilisé, en particulier pour les études cinématographiques aujourd'hui. Et elle parle d'un féministe gaze. Et là, on est dans le politique. Là, on est dans une attitude, on est dans le style, on est dans une écriture. C'est pas du tout la même chose que de parler d'une écriture féminine qui ne peut pas exister. Excuse-moi, est-ce que tu peux définir gaze? Ah pardon, oui. Donc c'est une théoricienne, je crois que c'est américaine, qui a parlé de male gaze, c'est-à-dire un regard masculin en fait. C'est pas un regard universel justement. Et au cinéma, on parle de ce male gaze pour parler de la façon dont on filme beaucoup, dont les femmes sont représentées dans les fictions, souvent regardées par un homme, et un peu objectivées. Et c'est pas la même chose quand une femme, par exemple, va filmer, ou on peut filmer d'une autre façon en rendant les femmes plus sujets de l'histoire. On a toutes ces réflexions-là depuis longtemps, hein, avec les théoriciennes francophones aussi, puis je pense à Nancy Houston qui a beaucoup écrit ça, sur le regard, sur la façon dont les hommes écrivent sur les femmes et les hommes regardent les femmes. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais disons que les concepts évoluent un peu et puis ils se précisent aussi en fonction des contextes et des époques. Et ça, cette idée de male gaze, qui se répand un petit peu aujourd'hui, en tout cas dans les études cinématographiques, quand on l'applique à la littérature, c'est assez intéressant. Et moi, c'est ce que j'avais étudié de mon côté dans mon livre. Alors, je ne parlais pas de male gaze, mais je parlais d'un point de vue masculin, qui est vraiment un point de vue de connivence avec un certain lectorat masculin aussi, dont parfois les lectrices femmes peuvent se sentir exclues en fait. Sous couvert d'universel, parce que bien sûr, personne ne dit jamais « moi je suis un écrivain masculin, je parle aux hommes à travers mon personnage masculin », ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est juste une petite réflexion, une petite anecdote, et puis au détour d'une phrase, on se dit « tiens, en fait là, on ne parle pas du genre humain, on est en train de parler d'hommes ». Et du coup, pour la lectrice féministe et la lectrice femme que j'étais, simplement, c'est extrêmement violent de se sentir complètement exclu d'une communauté d'êtres humains. Voilà. Donc tout ça, je trouve que c'est intéressant, mais je te rejoins pour dire qu'effectivement, il y a eu des tas de débats dans les années, je ne sais plus, 80, là, dans le polar, autour de, mais alors, les femmes qui écrivent des polars, est-ce qu'il y a une écriture féminine? Tel éditeur qui prétendait pouvoir, quand il recevait un manuscrit, deviner si c'était un homme ou une femme qui écrivait. Alors il est très vite revenu sur ses propos en disant non, en fait j'ai dit des bêtises. Mais c'est vrai que rien que de pouvoir penser ça, il y a quelque chose d'assez... Non, mais voilà, après ce que je voulais dire, c'est que par exemple dans ce collectif, il y en a qui sont plus militantes féministes et donc qui ont une volonté de faire passer des messages dans leur livre, ou d'apporter un point de vue, qu'elles y tiennent, etc. Et d'autres, dont moi je fais partie, comme mon premier livre, en fait je ne me pose même pas la question, et c'est presque plus mon lecteur qui pourra me dire s'il y a vu un point de vue féminin ou pas. Et moi j'écris mon histoire et j'ai effectivement zéro politique de quand j'écris. Je pense qu'il y en a parce que je suis comme je suis et que de toute façon tout ce que j'écris me ressemble quelque part, soit c'est ma façon d'observer, soit c'est un avis déguisé, etc. Mais il y a zéro volonté en tous les cas d'être dans une revendication quelconque. Mais j'allais dire encore heureux parce que, voilà, tu écris des romans, c'est ça, et pas des essais. Et heureusement que ça reste une fiction et que tu n'es pas en train de te dire je vais prouver ça, je vais montrer ça, etc. Mais moi, voilà, pour parler de tes romans, moi j'étais émerveillée de découvrir le personnage de Max quand je suis tombée dessus, justement. Alors je suis tombée dessus un peu plus tard après avoir écrit le livre, donc c'est pour ça qu'il se trouve pas dedans. J'ai plein de regrets comme ça, mais bon, j'ai commencé mes recherches. Comme deux. Les écrits des Louvres, en fait, n'étaient pas très répandus non plus. Ça a été créé en 2022, voilà. Fin 2022. Et septembre 2022. Et il y a vraiment une évolution dans les personnages féminins aujourd'hui. Donc il y en a plein. Voilà, moi je suis un peu restée bloquée dans le livre, en tout cas, qui est paru quelques années, sur les premières
d'autrices, genre Dominique Sylvain, Maud Tabachnik, etc. Mais voilà, après j'ai découvert Max, et alors j'ai trouvé, c'était tellement agréable d'avoir ce personnage de femme, alors qui déjà est très intégré dans son équipe, pour qui la question d'être une femme, etc., ça joue pas vraiment. Alors sauf avec ses amoureux, hein. Avec ses amoureux, là, elle est assez militante, moi je trouve. Hein. Ah ouais. Tu te souviens pas qu'elle a... Non, alors, mais c'est parce que... Si, est-ce que dans la salle vous avez... vous connaissez les romans de Sandrine ou peut-être, puisque là on parle de Max, juste me présenter un peu... déjà, voilà. Avec Max aussi. Et là, il y a encore l'histoire des prénoms, parce que c'est vrai que pour les auteurs femmes, il y a eu aussi certaines générations qui ont choisi, on parlait de Fred Vargas, parce qu'au départ, les gens ne savaient pas, quand elle n'était pas connue, avant qu'elle explose complètement, on ne savait pas si c'était un monsieur ou si c'était une dame. Dominique Manotti, les gens écrivaient vraiment du noir assez pur et dur. Il y a eu des gens comme Claude Amos, c'est pareil, on ne peut pas savoir si c'est qui et qui. Et après, Georges Sand. Et voilà. Elle a lancé la mode. Et en fait, Max, finalement, quand elle se présente, en fait, pour les personnes qui la voient intervenir la première fois, elle continue un petit peu ce fil. Enfin, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, puisque Max n'est pas son prénom. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de son prénom, mais c'est son diminutif. Voilà, il s'appelle Maxime. Maxime, c'est un prénom. Mais Maxime, c'est pareil. Voilà. C'est épicène, même si c'est très très peu utilisé pour les femmes, c'est un prénom épicène. Et donc, sauf que avec elle aurait été une fille très très précieuse, très féminine. Elle aurait certainement choisi de se faire appeler Maxime, avec tout ce que c'est la beauté de ce prénom, mais c'est pas trop son caractère, et donc elle préfère qu'on l'appelle Max, parce qu'elle se retrouve plus dans Max, un côté un peu garçon manqué, mais garçon manqué tout en étant vraiment une femme pour autant. Qu'est-ce que c'est qu'une femme pour autant? Elle ne cherche pas à être, elle ne veut pas être un homme, ça lui va d'être une femme, c'est ça que je veux dire. Elle a pas. Oui, mais je pense que c'est aussi des catégories qu'on peut. Elle doit être une femme libre. Elle doit être une femme libre. Donc voilà. Et effectivement, que ce soit un homme ou une autre femme, elle ne supporte pas forcément l'autorité très mal, seulement si elle est justifiée. Donc à partir de là, elle peut très vite effectivement monter sur ses bons chevaux dès qu'on commence à lui donner des ordres ou à vouloir la mettre dans une case. Et dans les relations amoureuses, c'est pas simple. Voilà. Et assez exigeant. Exactement, elle est assez exigeante. Mais en même temps, du coup, c'est Caroline certainement qui a lu les romans en dernier, donc elle a la mémoire plus fraîche, parce que moi j'ai commencé à préparer trop longtemps en avance. Et elle est le personnage un peu dur à cuire, entre guillemets, qui est aussi un espèce de cliché. Elle est volontaire, elle fait des erreurs, elle paye pour ses erreurs aussi, elle souffre, mais elle avance tout le temps. C'est aussi des personnages qu'on peut voir, elle n'est pas unique non plus. Il y a des personnages féminins en fait qui sont, voilà, on les abat jamais complètement, elles se laissent finalement. Moi, Max, c'est pas une super-héroïne. Voilà, mais après, voilà, entre les super-héroïnes, elle a des failles, elle fait elle ne sait pas s'alimenter correctement. C'est une adolescente dans sa façon d'être, qui est que dans son travail où vraiment elle est très pro. Elle est très pro. Et donc elle donne tout à son travail, donc sa vie personnelle passe en second. Et donc voilà, elle est pleine de qualités, pleine de défauts. Enfin voilà, c'est juste une personne normale pour moi. Hein, avec un sacré caractère, mais c'est une personne normale. J'avais moi besoin d'une héroïne qui n'était pas, c'était pas Terminator quoi. C'est limite James Bond. C'était une enquêtrice. Voilà.
Puis elle a besoin de conseils. Elle a besoin de conseils. Et elle sait trouver des ressources auprès de son équipe, auprès de son psy, quand elle a besoin d'avancer. Donc elle a cette humilité d'aller chercher. Mais là aussi, il y a un côté très sororité. Mais cette façon d'aller chercher des alliés ici. Il y a aussi beaucoup, quasiment dans tous mes livres, de passation, de la sagesse des anciens. Il y a un vrai respect dans tous mes livres. Il y a un respect des anciens. Il y a un mentor, il y a un vieux sage qui va donner des conseils. Mais le jeune va lui en apprendre aussi. Enfin voilà, j'aime bien ce. Parce que c'est pas une idole non plus, il a aussi des casseroles. Exactement, tout le temps. Donc, mais c'est justement un échange entre les générations. Ça, c'est un thème que j'aime bien retrouver. Donc ça peut être entre femmes, mais ça peut être entre hommes et femmes. Enfin, pour les gens qui n'ont pas encore lu, il ne faut pas les lire dans le désordre. Ah. Alors je le dis parce que des fois on ne fait pas attention, mais je trouve que c'est intéressant, puisqu'il y a 4 romans, il faut commencer par le début, parce que c'est aussi une histoire de construction et de déconstruction. Enfin je sais pas, elle n'est pas la même, elle va progresser, bon, au-delà des enquêtes policières qu'elle résout, parce que c'est un peu du police procédural, on voit la vie de l'équipe. Moi je trouve que ce personnage, il a tellement de fluctuations que il faut le suivre en fait du début jusqu'à la fin. Pour moi c'était plus intéressant, parce que j'ai pas commencé dans l'ordre et je me suis dit, repars dans le premier et recommence. Ah oui, carrément. Voilà. Il y en a plein qui l'ont lu dans le désordre. Je sais pas, moi j'ai trouvé que c'est ça pas de leur faute. Hein. Il est oui. sorti un peu bizarrement. Nous, comme on avait les 4 ici, du coup, autant profiter. Mais je trouvais que c'était une espèce de progression. Alors, progression, je sais pas si c'est le terme, parce qu'elle ne cherche pas spécialement à progresser. Enfin, elle ne dit pas que je veux progresser. Mais il y a un beau parcours, en fait. Parce que j'avais l'impression au départ qu'elle souffrait tellement, tout le temps. Indépendamment d'être une battante, mais que c'était un peu un personnage qui souffre. Elle ne le sait pas, en fait. Pour moi, hein, elle souffre, mais elle ne le sait pas, parce qu'en fait, elle est tellement dans son boulot qu'elle a l'impression d'avoir une vie équilibrée et que tout va bien, etc. Parce qu'elle ne se livre pas, donc, mais en fait, elle n'est que souffrance. Oui. Et c'est petit à petit, effectivement, par son entourage et par l'amour, mais l'amour en général, l'entourage, le regard bienveillant des autres, etc., elle va grandir un peu. Mais oui, elle n'a pas forcément conscience de toute la noirceur qu'elle a en elle, de toutes ces douleurs qu'elle a profondément, mais c'est pas du tout un étendard pour elle, au contraire, on a à peine conscience. Donc elle pense que c'est sa force, elle pense que c'est sa force qui lui la fait tenir. Et en 2022, alors, comment vous avez rencontré les premières louves? Alors déjà on se connaissait pour la plupart, puisque justement on se fréquente en salon, donc c'est une grande famille quand même, les Polars. Donc on se connaissait depuis quelques années et c'est né d'une réflexion sur un plafond de verre qu'on trouvait quand même très très bas par rapport justement au retour qu'on pouvait avoir, au retour de nos lecteurs, même au retour de copains auteurs. Hommes, on disait notre plafond de verre il est quand même très bas, c'est-à-dire que les libraires ne pensent pas à nous, ne font pas de place. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il faut comprendre que dans le process, on va dire, commercial du livre, parce qu'à un moment donné, ça reste quand même un business, il y en a qui arrivent à s'en sortir grâce à ce qu'on appelle un storytelling. Un storytelling, c'est-à-dire que vous avez une histoire à raconter tout en vendant votre livre, mais vous en tant qu'auteur. Donc vous êtes un ancien policier qui est parti faire la guerre au front, et puis ensuite vous avez perdu vos 2 parents au moment où vous écrivez. Enfin, il y a toute l'histoire qui va avec. Et ben, ça sert les journalistes, et donc les journalistes, les libraires lisent les journalistes, etc. Et tout d'un coup on se dit, ah oui, j'ai entendu parler de lui, il a vraiment une histoire intéressante. On ne parle même plus du livre. Non, le bouquin, on n'en parle pas, parce que des très bons bouquins, il y en a beaucoup, en fait. Donc, c'est même plus le bouquin, c'est... Et alors, si en plus, il y a une belle tête qui passe bien en photo ou à la télé, voilà, ça rajoute. Mais c'est comme ça. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à raconter? Enfin, moi, je n'ai pas fait la guerre, j'ai cherché plein de trucs, je n'ai pas fait l'opération à cœur ouvert, etc. Et donc,
On s'est dit, peut-être que si on se réunit et qu'on crie un petit peu fort tout ensemble, déjà ça pourra montrer qu'on existe. Et le phénomène a marché, puisque ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, les journalistes se sont dit, tiens, il y a un collectif de femmes qui écrivent et qui s'appelle les Loups du Polar. On était là avant, on était toutes là avant. Mais le simple fait qu'il y ait ce collectif leur a donné quelque chose, une matière, juste pour parler de nous. Donc, voilà, ça a un peu servi surtout à ça, parce qu'on s'est dit, on va arrêter de se plaindre, de ne pas être vu, de ne pas être... C'est pas ne pas être lu, parce qu'une fois de plus, on a notre public, donc là-dessus, on n'a pas de soucis. Mais on va arrêter de joindre dans notre coin, c'est pas trop notre style, on va voir ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, et qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer leur attention, et donc on a créé ce collectif, et en fait, de fil en aiguille, ça nous a permis de faire plein d'actions. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on essaye de mettre en valeur pas seulement les femmes du collectif, c'est pas du tout l'idée. On met en valeur toutes les femmes francophones qui écrivent du polar. Donc celles qui n'ont pas pignon sur rue, celles qui sont peu connues mais qui ont une très belle plume. Donc dès qu'on peut, on parle d'elles. Quand on est invité à des signatures, on est quelques-unes à être un peu plus reconnues, donc on est plus facilement invité à des signatures en librairie, en grande surface, etc., ou dans les salons. On essaye on demande si on peut venir avec une autre auteure qui nous accompagne, qui elle est moins connue, qui n'aurait jamais été invitée. Et donc comme ça, le libraire rencontre cette auteure, ça lui permet de la découvrir. Voilà. Et donc on essaye de faire boule de neige comme ça et de mettre en avant tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, et puis en plus, la production est vraiment diverse. Il y a du roman noir, il y a du thriller, il y a du psychologique, il y a même du fantastique. Enfin voilà, on a vraiment tous les styles dans le noir. Donc on cherche juste à faire connaître celles qui ont moins de retombées. Voilà. Et vous êtes combien maintenant de Louves? Alors dans le collectif, on est 30. Une trentaine. Peut-être 32, je ne sais pas dire les chiffres. Mais en revanche, des femmes auteurs, il y en a beaucoup plus que ça. Oui, donc, oui, mais donc on pense aussi à elles. Voilà. Mais on est une trentaine, on va dire, active pour l'association, parce que c'est devenu une association, donc on est active dans l'association, on essaye de mener des opérations, d'organiser des signatures. Ou des concours? Des concours, on fait des concours, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux des Loups du Polar, il y a souvent des concours organisés, voilà, on fait pas mal de partenariats avec les librairies, donc vous nous verrez peut-être un petit peu plus en librairie maintenant, et vous découvrirez vraiment, il y a des auteurs moi, que j'adore, maintenant j'attends leurs livres avec impatience, je ne les connaissais pas avant, je ne connaissais pas leurs livres avant ce collectif. On s'est dit à ce moment-là, quand on s'est dit, on est tous d'accord, on n'a que des hommes dans notre bibliothèque, donc on va se lire au moins entre nous avant de critiquer les autres. Et j'ai fait des super découvertes. Vraiment, il y a plein d'auteurs que je vous conseille. Après, mais la liste, toi tu as la liste. Moi j'ai une petite liste d'autrices que j'aime bien. Ah bah alors, peut-être... oui, je vous les évoque. Parce qu'en fait, c'est dans mes recherches, donc quand j'ai écrit à armes égales, c'était vraiment une étude un peu plus théorique en fait sur pourquoi les femmes ont été exclues du genre policier. Et il y avait pas mal de recherches à l'époque, mais il n'y en avait pas tant que ça. Du coup, je profite pour faire un petit clin d'œil. Beaucoup. Il y en a plus quand même non, aujourd'hui, mais au départ, la première que j'ai trouvée, c'était elle est québécoise, c'est Danielle Charest, et c'était le seul ouvrage qui existait en langue française, Femmes et hommes dans le roman policier, et qui expliquait que, en fait, pourquoi c'est pas tout à fait la même chose quand on a une enquêtrice que quand on a un enquêteur. Après tout, un bon roman policier, qu'est-ce que ça peut faire? Le sexe, le genre de l'enquêteur, on s'en fiche un peu? Non, on s'en fiche pas en fait, parce que elle a une très belle formule en disant femmes et hommes n'ont pas la même place sur l'échiquier social. Voilà, je trouve ça assez bien vu. Et du coup, une enquêtrice femme, si on est dans un roman réaliste, elle n'a pas les mêmes. Il ne se passe pas la même chose pour elle qu'un enquêteur homme. C'est intéressant. Donc c'est comme un miroir grossissant de la société. Puis ça il y a Isler. Il y a Isler comme policier, roman policier. Oui. Et Delhi. D'accord. Mais voilà, donc c'était intéressant de voir un petit peu, elle cite des autrices moins connues. Bon, moi je suis partie de ces recherches, et en écrivant, j'ai essayé d'avoir le plus d'exemples possible d'enquêtrices au départ. Donc je me suis fixée sur les personnages, pas sur le genre des auteurs.
Et j'en ai trouvé énormément. Puis après, j'ai essayé d'en sélectionner 100 pour faire comme un petit dictionnaire, un petit abécédaire, une petite liste avec chacune caractère, dans quel roman elle apparaît, qu'est-ce qu'elle fait, ses particularités et tout. Pas seulement français. Donc du coup, les autrices françaises, il y en a quelques-unes, mais c'est pas la majorité. Et il n'y a pas toutes les louves qui ont commencé à écrire. J'avais déjà fini mes recherches, enfin en tout cas je ne connaissais pas assez. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est tellement bien, parce qu'on a une visibilité que je n'avais pas à l'époque aussi. Quoi. Mais depuis j'en ai lu plein que j'aurais aimé inclure dans le bouquin. Donc on a parlé de Max Tellier. Et puis alors moi je me suis aussi centrée sur les enquêtrices en série, c'est-à-dire celles qu'on revoit d'un roman à l'autre, donc effectivement ça exclut pas mal de super-héroïnes. Alors oui, peut-être je voulais parler de Cécile Cabanac dans Le chaos dans nos veines, Capitaine Brissot. Le Capitaine Brissot, c'est l'homme, c'est l'enquêteur, mais on lui adjoint Marianne de Cointet, qui est vraiment du sang neuf, plus combative, et qui va aider, enfin heureusement qu'elle est là, quoi, pour l'enquête. Céline Dangean, alors ma préférée, c'est Héloïse Bouquet, qui est un capitaine de gendarmerie, et alors le premier roman, c'est La fille de Cali. Et alors elle aussi, elle fait du yoga, elle tombe facilement amoureuse, elle a un profil aussi, pas du tout garçon manqué, mais elle évolue aussi énormément d'un volume à l'autre. Donc Cécile de Rohany, alors là j'adore Céleste Ibar, alors là c'est pas le même profil, c'est plutôt la version blonde de Lara Croft, et en même temps c'est pas une superwoman non plus, elle a des failles, elle a gros problèmes, une histoire assez difficile. Elle vit avec sa femme, une fille ado, et voilà, et pareil, il y a plusieurs volumes. Marlène Charine, alors là, très particulier. Cécile Rivière, elle est affublée d'une sorte de toc. Elle a un peu peur de tout, puis elle est rentrée dans la police parce qu'elle ne voulait plus avoir peur. Et alors elle voit des fantômes. Et les fantômes l'aident parfois à résoudre les enquêtes. Alors je cite, j'adore ça, c'est cette petite phrase qu'elle dit. « J'ai toujours été un peu borderline et dérangée, je l'admets. Mais encore jamais à ce point. » Johanna Gustafsson, je vous dis ça parce que je trouve que c'est vraiment, j'en ai sélectionné 5-6 quoi, mais on a un panorama de personnages complètement différents et chacune avec leur caractère. Et puis, parce que juste précise, Johanna Gustafsson est marseillaise comme son nom l'indique, donc n'allez pas croire que c'est encore une suédoise. Elle est mariée à un suédois, mais Johanna Gustafsson, elles sont toutes sur le site du collectif des loups. Voilà, qui a un bel accent du sud. Alors là, elle a une équipe de 3 enquêtrices qui travaillent ensemble. Émilie Roy, c'est une profileuse qui travaille avec son amie Alexis Castells, qui est une écrivaine mais qui est passionnée par les enquêtes policières, et qui s'adjoignent les services d'une femme qui est autiste, Aliénor Lindberg. Et alors c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue de cette femme qui ne raisonne pas de la même façon qu'elle, et qui justement c'est précieux pour faire avancer l'enquête, voir la réalité d'un autre point de vue. Petroni Rostania, alors elle a son enquêtrice, c'est une avocate pénaliste qui s'appelle Pauline Carrel et qui défend les coupables de crimes sexuels, mais enfin la réalité est beaucoup plus complexe. Et Sonia Deslongles, dont on a pas mal parlé, alors elle a écrit un dernier roman, j'en dis rien, avec un héros. Très intéressant. Oui, je vois ce que tu veux. Mais avant, moi je la connaissais depuis longtemps grâce à Anna Baxter, qui est donc une profileuse, lesbienne, ancienne cocaïnomane, un peu bouddhiste aussi, et qui a la particularité d'aller sur les scènes de crime avec un pendule qui ressent une certaine ambiance, et puis voilà, une façon très particulière de résoudre les enquêtes. Et alors en t'écoutant parler, je me disais, voilà, il y a quand même quelque chose, elles sont toutes très différentes, mais elles ont quelque chose en commun, c'est que ce sont toutes des femmes, alors pas des superwomen, on a eu ce profil beaucoup chez les Américaines dans les années 80, ou en Suède, Lisbeth Salander, ou voilà, des Scarpetta, pour celles qui connaissent, aux États-Unis, quoique toutes ont des histoires quand même compliquées, de traumatisme, de violence, c'est pas simple. Mais on a l'impression vraiment de superwoman, il ne peut rien leur arriver, elles sont indépendantes, elles sont seules, elles foncent, c'est un peu l'équivalent de Zorro, enfin Superman, bon voilà. Là, non, c'est comme tu disais, comme tes personnages, c'est des personnages beaucoup plus humains, qui osent avouer leurs failles, qui osent avouer leurs faiblesses, et parfois voilà, un peu borderline,
parfois en burn-out, parfois elles craquent. Voilà, ça leur arrive de craquer et ça ne remet pas en cause leurs compétences et ça ne remet pas en cause leur qualité. Et en même temps très résilientes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elles continuent, elles vont y arriver, les femmes, quoi. Et puis le thème de la sororité aussi que je trouve magnifique, où ce sont des femmes qui peuvent s'appuyer les unes sur les autres, qui ne sont pas en rivalité avec les autres femmes de l'équipe, qui ne sont pas en train de les écraser, comme on a vu ça pendant longtemps. Hein. Souvent les femmes héroïnes enquêtrices étaient des personnages solitaires, hein, et un peu obligés en fait par la force des choses aussi de faire leurs preuves aux dépens des autres femmes. Là non. Et pour moi c'est vraiment aussi des étapes, c'est-à-dire qu'on voit l'évolution de la société aussi à travers l'évolution de ces personnages. Et il fallait d'abord, je pense, qu'on affirme que les femmes puissent s'affirmer comme super-héroïnes pour qu'ensuite on puisse avoir des personnages qui avouent leurs faiblesses sans que ça représente à elles seules la classe des femmes. Donc je trouve que pour moi ça en dit long aussi sur l'évolution des mentalités et qu'on puisse avoir ces nouveaux personnages féminins qui apparaissent, féminins, de plus en plus d'enquêtrices queer, non-binaires, intersexes aussi, et ça je trouve que c'est extrêmement riche. Oui, je pense on que parle ça des enquêtrices en fait. Mais par exemple, quelqu'un comme le personnage de la série de Michel Pedinelli, oui, oui, c'est une privée, oui, qui est un peu, qui est pas une, je sais pas, elle est une cinquantaine à peu près, parce que là c'est pareil, elle vieillit au fur et à mesure des romans, et c'est un peu une femme qui a bossé aussi. Ah oui. Voilà. C'est un peu ces personnages. Il y a quand même une tradition aussi, voilà, un peu du. Comme le privé alcoolique, c'est ça. On a quand même grandi avec cette image, quoi qu'il arrive, du privé cabossé, comment il tient debout, mais voilà. Les hommes aussi. Oui. Après, on se dit aussi que quand on fait ce métier, on leur fait on leur fait voir les chères horreurs, voilà, comment ils font le soir, est-ce qu'ils rentrent chez eux en disant chérie, je suis rentrée, qu'est-ce qu'on mange? Moi je suis pas sûre, hein. Enfin, je pense que quand on fait ce genre d'enquête, j'ai fait une conférence au Quai du Polar avec un homme qui avait travaillé sur une enquête très très dure qui était le meurtre de la petite sur l'autoroute. Vous voyez ce que je veux dire, qui a été retrouvé dans un coffre et ensuite qui a été jeté sur le bord de l'autoroute. Il a cherché pendant des années, etc. Vous sentez qu'il y a laissé sa vie, ce monsieur. Mais vraiment, il en parlait encore avec des trémolos dans la voix, à essayer d'apporter des réponses aux parents, etc. Et vous voyez tout ce qu'il a donné, toute l'énergie qu'il a pu donner pour une famille qu'il ne connaissait même pas, etc. C'est des gens qui n'ont pas la même vie que ceux qui vont au travail le matin faire un travail que sais-je, mais voilà, ils donnent de leur personne, de leur âme. C'est une vocation, ils donnent de leur âme à chaque fois, ils en perdent un petit peu. Donc c'est pour ça que nous aussi, nos personnages, quelque part, ils sont pas. Ils y laissent des plumes. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on les voit, ces policiers aussi, ces enquêteurs. Ils sont humains et bon, moi je vois que déjà mon métier arrive à m'empêcher de dormir. Alors, même si je faisais des enquêtes comme ça, dans quel état je serais, quoi. Donc voilà, donc souvent ils boivent un peu, beaucoup. Mais je trouve que ça va avec peut-être l'imaginaire qu'on a, ils ne sont pas du tout tous alcooliques. Hein. J'ai quand même parlé avec des enquêteurs. Moi j'en ai une partie d'enquêtrices alcooliques, on m'a fait remarquer quand même qu'il y en avait une. Oui, alors tu vois, tu parlais par exemple des américaines qui sont imbattables, super fortes, etc. Si vous regardez les séries, il y avait la nouvelle mode, c'était. Alors elles sont incroyables, super, elles savent bien prendre la parole, c'est des oratrices, elles sont battantes et sexy, super sexy. Et le soir, elles rentrent chez elles et comme elles sont des femmes libres, elles se servent un verre de vin. Sauf que, regardez dans toutes les séries américaines, ils ont voulu faire à la française, sauf que le verre, il fait 1 litre, on se sert 1 litre, il reste ça dans la bouteille une fois qu'elles ont bu un verre. Qui fait ça, nous, en France? Et on sent qu'ils ont voulu imiter un peu les Françaises par rapport à ça, parce que pour eux, c'est un imaginaire que la Française boit son verre de vin. Non, mais là, elle a descendu le litron. Donc, on se dit, bon, elle est forte, mais enfin, elle a quand même besoin d'être bien bourrée avant d'aller se coucher. Donc voilà, moi, ça m'a toujours fait rire cette image de l'américaine, les ongles toujours fait. Elle a toujours les ongles impeccables, etc.
Tes cheveux, on n'en parle pas. Ah oui, toujours, c'est vrai, toujours le brushing impeccable, surtout dans les experts, vous voyez, elles vont avec des stilettos, avec des talons de 12 sur le terrain. Ouais, moi c'est pas comme ça, je suis plus engrenage dans ma tête dans la série. Moi c'est, voilà, en basket. Mais dans les personnages, parce que là, qui sont pas forcément armés, des enquêtrices pas forcément armées, en tout cas qu'on n'imagine pas armées, Qui vaut mieux pas, mais voilà. Moi, oui, alors juste petite citation, Max, à un moment, elle m'a fait rire, elle dit, elle fait du Krav Maga, c'est ça, hein, et puis elle arrête en disant, non mais là j'ai trop peur, c'est peut-être pas une bonne idée pour moi, je suis capable de tuer quelqu'un, quoi, j'arrête ouais, là. Hein, faut pas m'apprendre un peu que je peux tuer avec mes mains. Elle a beaucoup d'humour. Ouais. Ça, enfin, ce qui les caractérise, c'est quand même des gens qui ont une vision assez un peu trash, mais avec beaucoup d'autodérision. Plus, il me semble que des personnages, parce que moi aussi j'ai fait partie, enfin, j'avais que des détectives hommes ou des enquêtes hommes, mais en fait il y en a peu qui ont beaucoup d'humour, avec un sens de... Enfin, et en fait il y a plusieurs personnages de femmes où il y a plus d'autodérision, comme si c'était c'est une autre forme de défense aussi, de lucidité par rapport aux choses, enfin je sais plus. Du coup je sais plus si c'est vous qui citiez cette Zoé Libra. Ouais, j'aime bien. Qui est, alors elle c'est une enquêtrice qui n'est pas dans les forces de l'ordre, elle est éboueur de son métier, éboueuse. Et, mais elle a une deuxième activité, pardon, elle travaille aussi dans une agence de détective privé. Et puis elle est assez, alors elle est vraiment portée sur l'autodérision, et elle avait vraiment elle se fait un peu des espèces de mantras comme ça pour se donner de la force. Donc il y a un extrait, moi, qui m'avait fait, parce que du coup je suis allée le relire, Cœur métis, qui est paru à la série noire, voilà. Et à un moment elle dit, cet hiver, donc elle revient sur quelque chose qui s'est passé avant, et elle dit, cet hiver je grossis de 7 kilos, me fis couper les cheveux 4 fois, aller travailler 2 semaines de suite sans mon uniforme, mais on me pardonna. Je jurais aussi de ne plus jamais faire d'enquête pour aucune raison que ce soit, parce que, voilà. De ne plus adopter tous les crétins en orbite autour de chez moi, d'abandonner les petits brutos à leur destin, de ne plus réprimer ma grand-mère psychopathe, de cesser mes vagabondages linguistiques avec Mossad, qui est un autre personnage qui est dans l'histoire, de changer de maison, de religion, de situation, de taille de soutien-gorge, de pointure de chaussures. Et ça continue comme ça. Je peux ajouter une citation, c'est un petit clin d'œil à notre discussion du début, et la boucle. Donc à un moment, elle en a marre voilà, d'avoir ses 2 boulots, elle arrête, elle dit à son amie, un peu sa chef, je veux plus, j'arrête. Mon métier c'est éboueur. Et l'autre lui dit, alors je vous offre une promotion, à partir de maintenant vous êtes détective. Masculin, j'ai dit. Masculin ou féminin, quelle importance? Ne soyez pas esclave de ces sottes étiquettes biologiques. J'aime bien. Moi j'aurais répondu l'importance du salaire. Bon, enfin bon, après. Oui, mais elle n'est pas payée. Elle n'est pas payée. Alors là, c'est vraiment. Alors si elle n'est pas payée, d'accord. Elle n'a rien. fait pour l'amour de l'art. Et oui, et on est vraiment, c'est vraiment. Bon, il y a toute cette thématique sociale aussi. C'est J'avais très envie de dire. Mais Max, quelquefois, est assez. Enfin, il y a des passages qui se ressemblent un peu quand elle a vraiment la gueule de bois, qu'elle se regarde et qu'elle préfère ne pas se regarder. Toi, tu as pensé à Zoé Libra Bah, je sais pas, parce que comme je les ai lus un peu, en fait, un petit peu les uns derrière les autres, sans chercher, en fait, j'avais l'impression de voir comme des signes entre les deux, alors que c'est sûrement que ça n'existe pas du tout. Et donc, quand l'une parle de sa gueule de bois, ou qu'elle a vraiment, que son t-shirt il est pourri, enfin que voilà. Zoé Libra, c'est une italienne, hein, elle passe son temps à manger. Oui. Elle aime beaucoup manger. Et puis elle a un certain poids, elle déteste les balances, elle déteste le mot équilibre. Alors que Max Max, ne mange pas, elle la regarde dans son frigo parce qu'elle fait pas des courses. C'est pas manger, c'est limite, c'est pas elle la ne même mange chose. pas. Hein, Non, donc, c'est qu'elle n'a pas le temps. Ouais, alors je sais sais si pas elle vous mentir, c'était mon premier personnage. Le premier personnage, forcément, s'inspire un peu de ce qu'on connaît. En l'occurrence, c'était un peu moi. Et je suis restée, moi, célibataire assez longtemps. J'ai vécu seule jusqu'à 35 ans. Et dans mon frigo, à l'époque, il n'y avait que du yop et des cigarettes.
Alors les cigarettes, c'est parce que je les ai achetées en contrebande, alors elles étaient un peu sèches, alors le fait de les mettre au frigo, ça les réhumidifiait. J'ai arrêté de fumer depuis, mais et en fait, quand j'étais chez moi, je m'alimentais effectivement avec curly et yop. C'était mon repas de base. Je trouvais que c'était équilibré. En tous les cas, j'avais plus faim. Et maintenant, tu as un compagnon qui te fait à manger et des goûts. J'ai appris aussi un petit peu à cuisiner. Et puis j'ai surtout un estomac qui vieillit, donc je me suis mis aux légumes. Mais jusqu'à mes 45 ans, j'ai jamais mangé de légumes, par exemple. C'est pas mon truc. Et donc j'étais très junk food. Et c'est vrai que mon mari au début était un peu malheureux. Et puis surtout, il s'est aperçu que si lui s'y mettait pas, ça serait pas moi qui y penserais. C'est juste que je n'y pensais pas. Je me disais pas, tiens, c'est l'heure de dîner, attention, il faut préparer. Voilà, c'était pas un. Je pensais pas à manger. En fait, c'est à un moment donné, j'ai attrapé un bout de pain, souvent moisi en plus. Et donc, c'est lui effectivement qui a commencé plutôt à faire à dîner, parce que lui, quoi qu'il arrive, il fallait manger. Et voilà, et après, je me suis dit, bon, je ne vais pas le laisser tout seul quand même. Finalement, c'est pas mal de manger. Donc, on est à deux. Au départ, il a dû prendre les choses en main. Donc, effectivement, Max avait un peu ce travers-là et je savais très très bien de quoi j'étais en train de parler, effectivement. C'était du vécu. Est-ce que dans l'évolution, enfin, telle que vous la vivez en tant que lectrice, ou écrivaine, en fait, on revient là parce que j'ai refeuilleté le dossier de presse Femmes et Polar d'une manière, il y a beaucoup de généralités et des articles qui datent justement, quand on parlait des reines du polar, les nouvelles reines du polar, de l'explosion des années 90, tout ça, mais il y a toujours la question de la colère et de la violence. Et finalement, quand on lit des articles, on a l'impression que c'est une question qui tourne toujours. Je vois pas trop. Est-ce que c'est une question qui évolue? Parce que dans Femmes armées, du coup, on pensait, ah oui, bah alors donc c'est des femmes violentes, elles prennent le côté des armes, alors que si c'est un homme armé, dans le polar, c'est normal. C'est comme s'il met des paires de chaussettes, quoi, donc c'est un peu pareil. Mais la question de la violence, je ne sais pas si elle évolue en fait, si vous la voyez différemment, ou est-ce que c'est toujours un tabou? Il y a tellement de sortes d'expressions de la violence aussi avec des protagonistes féminines que c'est un peu difficile de faire le tour. Mais j'ai l'impression que c'est une question. Il y a des questions qui ont évolué, on voit que c'est un peu dépassé. Maintenant, on est après MeToo, enfin il y a des choses qu'on verra plus jamais avec le même angle de vue parce que c'est pas possible. Mais il y a des questions malgré tout, ou alors c'est un effet de la presse qui n'a pas beaucoup d'imagination peut-être. Est-ce que c'est des choses qui évoluent? Est-ce qu'il y a toujours un... Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit. Ou est-ce que c'est juste qu'il y a plein de matière? Il suffit de lire le Dahlia Noir, c'était quand même pas super mignon, quoi. C'était un petit peu violent. Je pense, est-ce que la violence des femmes, exercée par les femmes, a longtemps été un tabou? Oui. Ça a été étudié par des tas de chercheuses, etc. Et je trouve qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties dans les années 2000, donc assez récemment finalement, beaucoup, quand j'étais en train de travailler. Et c'est vrai que la violence des femmes, parfois, choque plus que la violence des hommes. Et c'est ce qui m'a aussi motivée pour écrire ce premier livre, là, Armes égales. Armes égales, c'est-à-dire que je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe si les femmes, elles ont des armes comme les hommes? Si elles ont le droit de la violence légale? Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas accès aux armées. Elles n'étaient pas citoyennes, en fait, mais elles n'avaient pas le droit de défendre la patrie. Ça va ensemble. Pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas accès aux armes dans la police. Donc elles n'étaient pas habilitées à faire usage de la violence légale. Là, on parle simplement pour défendre, pour faire respecter l'ordre. Ça en dit long quand même. C'est-à-dire que les femmes ont été privées des armes. Et il y a toute une sorte on parle de femmes, enfin ça fait peur, la violence des femmes, et pour commencer, la violence des femmes qui se défendent d'agression. Et bon, ça a été extrêmement bien documenté, etc. Moi, au niveau des représentations, c'est pour ça que j'ai été voir dans le polar, parce que dans le roman policier, c'est un univers violent. Les femmes policiers, il y en a depuis les années 70. Pourquoi on les voit si peu dans les polars? C'était ma question au départ. Pourquoi, quand c'est des policiers, c'est souvent des hommes, alors qu'il y a quand même des femmes?
Et pourquoi quand c'est des femmes, souvent elles sont dans un poste, on les laisse en arrière, elles ne font pas usage de leur arme, bon, c'était bizarre. Donc que ces personnages évoluent, et ça évolue énormément hein, dans les romans, dans les représentations, pour moi c'est quelque chose de positif. Parce qu'on s'habitue à cette idée que homme ou femme, on peut être violent, pas violent, on peut avoir une arme ou pas, et en faire bon usage ou pas. Et là, je pense que les séries, il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire hein, sur les séries policières, mais le fait que ça ait propagé cette idée de femme armée, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement libérateur. Et j'ai vraiment aimé ça, de voir des femmes avec des armes et qui, du coup, n'ont pas besoin d'un homme pour se défendre. Voilà, je pense que cette question de la violence, elle est vraiment au cœur de l'inégalité, en fait, entre les hommes et les femmes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être privé des moyens de se défendre? Qu'est-ce que ça veut dire d'être privé des moyens de riposter? Ça veut dire qu'on est dépendante, on n'est pas dans l'égalité là. Donc moi c'est vrai que je disais de façon un peu provocante que pour moi la violence des femmes elle est émancipatrice. Ça ne veut pas dire que je trouve ça bien d'être violent, mais ni pour les hommes ni pour les femmes, hein. Mais que dans sa tête s'autoriser à la violence, s'autoriser la violence, la possibilité de répondre, pour moi c'est le premier pas vers l'égalité. Et les féministes parlent beaucoup de rage, de colère, et de cette rage de colère qui peut être moteur dans les combats aussi, qui fait qu'on n'accepte pas de se laisser faire. Et donc, ça peut être une violence symbolique, ça peut être aussi sur le plan des paroles, ce qu'on voit avec MeToo, c'est ça aussi, cette colère qui s'exprime, et parfois avec de l'agressivité, mais c'est pour moi quelque chose qui fait partie de la lutte, quoi. On ne lutte pas, on ne combat pas sans colère et sans rage. Et j'ai beaucoup de victimes, en fait, pas forcément d'enquêtrices, mais de femmes victimes qui veulent reprendre leur vie en main. Cette rage, cette colère, elle est moteur, mais de même que chez les enquêteurs qui veulent retrouver un meurtrier, qui veulent rendre justice à la victime, c'est ça aussi qui les motive. Donc pour moi, c'était vraiment une question centrale, cette question de la violence, et qui est encore très, parfois tabou peut-être. En tout cas, pas facile à discuter. Elle suscite, je sais pas. J'ai une question du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes meurtrières du coup, aussi dans les romans par rapport à des meurtriers? De plus en plus. C'est-à-dire que là, on défie les statistiques. Statistiquement, dans la vraie vie, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais beaucoup moins. On croit quand même que la femme est moins belliqueuse que l'homme, à un moment. Je suis pas sûre. Mais là, je mais vais en tout cas, statistiquement, voilà. Après, maintenant, du fait qu'il y ait quand même beaucoup de femmes qui écrivent, je pense, il y a de plus en plus de femmes, effectivement, tueuses. Moi, ça m'avait tellement fascinée aussi, j'avais consacré un chapitre entier aux femmes assassins, serial killers, etc. Parfois traitées comme des anomalies, mais je veux dire, elles sont là aussi, et c'est intéressant de reconnaître que cette violence, que certaines femmes sont violentes, et quelque part, heureusement, heureusement. Mais comment dire parce qu'il y a tout un discours aussi que j'ai pu lire qui est mais non, mais si on admet que les femmes sont violentes, alors c'est écorner l'image de la femme parce que la femme est plus pacifique, la femme est plus ceci, elle tue moins, regardez-le, etc. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui fait avancer la cause des femmes. Pour moi, c'est pourquoi les femmes seraient moins violentes. Alors du coup, elles ont aussi moins de, c'est moins bien finalement si elles sont pacifiques puisque c'est dans leur nature, donc on n'a pas à les féliciter pour ça, donc elles n'ont aucun mérite. Et pour moi c'est vraiment comme la question un petit peu de est-ce que les femmes doivent faire leur service militaire ou pas. Pendant très longtemps les tas de femmes ont dit mais non, nous on est contre la guerre, on milite pour la paix, on ne veut pas du tout faire notre service militaire. Puis certaines ont dit mais en fait on n'a pas le choix, c'est pas normal. Si le service militaire est ouvert à tout le monde, nous les femmes, on pourra très bien être objectrices de conscience et dire on ne veut pas faire la guerre, mais au moins on aura une parole qui aura un vrai poids. Parce que finalement, refuser le service militaire quand on ne vous l'offre pas, quand on n'a pas le choix, c'est quoi politiquement? Et cette question de la violence, pour moi, c'est pareil. Si les femmes on leur ôte les outils de la violence, et je pense qu'il y a socialement beaucoup de barrières que les femmes ont intégrées. Si les petites filles se bagarrent moins dans la cour de l'école, c'est pas forcément à cause des hormones, c'est peut-être aussi parce que les parents l'acceptent moins, les maîtresses d'école, etc., que c'est plus mal vu. Bon, c'est une hypothèse. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des facteurs qu'il faudrait sociaux et culturels.
Bref, refuser la violence quand on n'y a pas accès, ça veut dire quoi? Voilà. Donc pour moi, les femmes doivent se réapproprier cette violence, la rage, la colère, et ensuite pouvoir voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on choisit d'avoir une position complètement non violente ou pas? Mais là, ça a une valeur politique. Voilà. Donc c'est pour ça que cette question de la violence, pour moi, elle est vraiment au cœur des luttes féministes. Non, en plus de la violence, je trouve que le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui écrivent amène d'autres sujets un peu mis à mal avec certains clichés, comme il y a déjà beaucoup d'héroïnes qui ne parlent pas d'enfants, d'avoir des enfants, d'élever des enfants, ou il y a des femmes qui n'aiment pas leurs enfants. Ça, c'est l'ultime tabou, hein. Une mère qui n'est pas une bonne mère. Il y a beaucoup plus de ces sujets-là qui sont abordés parce que justement, c'est des sujets où on était tellement stéréotypés, forcément une mère est aimante, c'est toujours les deux mots ensemble, une mère aimante, on a toujours lu ça tout le temps. Bon, bah là, il y a des mères non aimantes, et donc ça crée d'autres personnages qui sont très intéressants et qui nous montrent une palette, enfin, de toutes les femmes en fait, toutes celles qu'elles peuvent être. Et donc voilà, moi je trouve qu'éventuellement, si les femmes ont apporté aussi, c'est de lever des tabous par rapport à qui est la femme et sortir des clichés. Sortir des clichés. Moi je trouve que c'est vraiment ça, c'est sortir des stéréotypes, des clichés. Donc, quand même, on a été baigné dedans. Hein, ouais, on a été baigné dedans. Ça, et nous, on a d'autres clichés qui sont nos propres vies, en fait. Qui ne sont pas des clichés. Non, mais voilà, qui semblent être des clichés pour les hommes, mais qui ne le sont pas. Et donc, en fait, c'est avec nos expériences, l'expérience de nos mères, de nos sœurs, de nos amis, etc. Et donc, tout d'un coup, il y a la nuance par rapport à ce cliché. C'est, oui, la jeune fille qui a été maltraitée toute son enfance, c'est un cliché pour un homme, presque, dans son roman. Nous, on va apporter toutes les nuances à ça et le ressenti de la victime et les dégâts que ça a pu faire de manière collatérale, etc. Parce qu'il y a quand même l'expérience qui parle. Donc, il y a encore une question, c'est bon? Allez-y. Merci. C'était exactement par rapport à ce que vous venez de dire, mais c'était pour savoir si vous avez l'impression que dans le traitement, par exemple, des enquêtrices, il y a, quand on parle est-ce qu'on parle plus, par exemple, de leur vie amoureuse que de la vie amoureuse des hommes enquêteurs? Alors moi, il y avait un auteur à un moment, qui est pourtant un très bon pote et je croyais intelligent, jusqu'à ce qu'il me pose cette question, qui me dit, ouais, mais vous, de toute façon, les femmes, c'est toujours pareil, c'est des histoires d'amour, des divorces, les trucs avec les enfants. Alors, bon, je suis un peu agacée, je fais absolument, et puis au chapitre 7, on parle des règles douloureuses. C'est un code, on s'est tous dit, voilà, alors là, ça, au chapitre 7, il faut vraiment parler de ça. Et donc, bon, s'en est suivi une discussion un petit peu animée. Il y en a autant que les hommes peuvent en faire et aussi peu que les hommes peuvent en faire. C'est vraiment... Si on prend par exemple le collectif, là, les 30 auteurs que nous sommes, on est tellement différentes les unes des autres, et on a tellement des avis diamétralement opposés sur certaines, et on n'a pas les mêmes goûts, même pour nos lectures, bah, vous allez le ressentir dans nos livres. Moi personnellement, à chaque fois que j'essaye une histoire d'amour, il y en a un qui meurt, ce que je m'ennuie, mais alors dans 2 minutes 30, je ne sais pas quoi faire de ça. Donc c'était mes copines, elles disaient ouais mais un petit peu d'amour, machin, alors j'ai essayé, c'était une catastrophe. Il y en a d'autres, elles excellent là-dedans. C'est vraiment en fonction des auteurs. Il n'y a pas, non là on peut vraiment pas faire une règle, mais comme chez les garçons, hein, enfin, voilà. Moi, c'est vrai que ça me tombe un peu des mains aussi. Quand je vois que l'aspect sentimental prend un peu trop de place, moi je dis voilà quoi, bon, ça m'énerve. Oui. Ouais, mais voilà, c'est des histoires de goût sur nos lectures, surtout. Donc pas de harlequin noir. Ouais, voilà, c'est ça, il n'y a pas de H. Ça pourra arriver. Mais ça existe. Si, c'est la dark romance. La dark romance existe maintenant et plaît beaucoup. Ouais, c'est vrai. Allez-y. Moi, je voudrais juste dire que j'ai l'impression qu'il y a une certaine corrélation quand même entre le fait qu'on ne voit pas beaucoup de femmes qui ont du pouvoir et des armes dans les livres, mais aussi au cinéma. Dans les films noirs, la plupart du temps, les inspecteurs, les commissaires sont des hommes. Et quand on voit une femme avec un flingue, c'est généralement une sous-fifre, c'est quelqu'un qui est derrière, elle n'est jamais vraiment en avant. À part un film là, qui me revient comme ça, des années 80, peut-être que vous connaissez, elle s'appelle La femme flic avec Miu Miu. Et moi j'ai beaucoup aimé ce film
parce que non seulement elle avait un rôle important dans sa hiérarchie, elle était inspecteur, elle était armée, elle avait autant de pouvoir qu'un homme, mais elle a donné à son travail quelque chose de très féminin que j'ai adoré, c'est qu'elle avait de l'empathie pour les gens. Et que je pense que c'est peut-être là où une femme a peut-être plus de flamboyance dans la violence qu'elle exerce, et que c'est une violence qui est alliée à de l'empathie. Alors, je pense que ça dépend des femmes, En tout cas, mais la plupart quand même. mais si on prend, c'est Globalement, on est flic. plus empathique, on le voit dans toutes les causes, la cause animale, les causes de charité envers les Elisabeth enfants. Borne, Margaret Thatcher. Oui, globalement, je parle en moyenne. Non, mais bien sûr. C'est pas une faiblesse, hein. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup C'est pas une aussi faiblesse. de facteurs culturels. L'empathie, sociaux. c'est pas une Je veux dire, faiblesse. c'est pas forcément quelque chose de biologique. Et la non-empathie n'est pas une force. Non, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est pas ce que je dis. Après, la femme flic, de mémoire, elle était inspirée justement d'une vraie policière qui est écrivain maintenant, qui s'appelle Danielle Thierry, Ouais. Pionnière. et qui a été la première commissaire divisionnaire C'est à pas elle qui Paris. était au 36, non Au 36, Elle a tout absolument. dirigé, ça fait longtemps qu'il y a des Voilà. femmes puissantes dans la police. Et alors, il faudrait que vous la rencontriez parce qu'elle est Super fantastique. ambitieuse. Parce qu'en plus, c'est un tout petit bout de bonne femme. Alors vraiment, elle doit faire. Le commissaire Marion. Le commissaire Marion. Elle fait pas partie des louves, La mais bouteille. c'est une marraine pour nous. Enfin, on l'aime vraiment beaucoup. On la voit très souvent en salon. Et ça, très c'était régulièrement. les années 80 dans la police française. Exactement. Ça fait quand même longtemps. Et ça fait 45 ans. parfois, elle partage des articles d'elle, parce qu'elle était dans tous les articles, parce que forcément, c'était la seule une et la femme, première. la première et peut-être la dernière. Et elle avait une coupe de cheveux blonde comme ça, mais alors maintenant elle a les cheveux ras, etc. Mais, et elle faisait super féminine, machin, et tout le monde, elle faisait peur à tout le monde en même temps. Et en même temps, quand vous la connaissez, vraiment, c'est un petit bout de bonne femme adorable. Et super nana, et qui est donc auteure aujourd'hui. Elle a même gagné le Quai des Orfèvres une année. Donc voilà, vous pouvez la lire éventuellement. Peut-être citation qui va vous plaire. Ah oui, Tu peux Bien sûr. Donc c'est le commissaire Marion, qui est dans plusieurs de ses romans. Et oui, c'est elle, Marion. Oui, pardon. Oui. Parce qu'elle a fait une série télévisée qui s'appelle Commissaire Marion. Voilà, alors moi je suis souvent déçue quand je regarde les adaptations télévisées, donc Non, j'évite. Mais alors j'ai adoré tous ces romans. Et alors elle aussi, elle a vraiment elle est entourée par des tas de collègues qui l'aiment énormément, qui la respectent, elle est considérée dans son travail. Et en même temps, il y a quelque chose sur lequel elle ne veut pas lâcher, c'est sa vie amoureuse. C'est une grande sentimentale et elle aime, elle aime bien plaire, elle aime séduire, et puis bon, il lui arrive des tas d'aventures. Et ça, elle ne voit pas pourquoi elle s'empêcherait, quoi. Et puis parfois, c'est même un petit peu, ça l'empêche un petit peu d'être tout à fait objective dans ses enquêtes. Et voilà ce qu'elle dit. Marion considérait déjà qu'être un flic, relevait d'un sacerdoce absurde, voire d'un investissement à fond perdu dont personne ne lui serait jamais reconnaissant, bien au contraire. Si en plus il fallait se museler les sens, congeler sa libido, pourquoi ne pas se coudre les lèvres, se couper la langue, se déchiqueter les seins? Tout ça pour finir sa vie avec la médaille d'honneur de la police autour du cou et personne à serrer dans ses bras? Non. Voilà, voilà. Elle est, effectivement, elle revendique aussi ce côté empathique, sensuel, aguicheuse, Ah oui, et son mari d'ailleurs l'accompagne souvent au salon. Voilà, et sans que ça remette non plus en cause complètement, enfin du tout son professionnalisme, et elle est Super respectée sympa. autant que ses collègues. que de libido, parce que l'empathie, c'est autre chose. Non, oui, d'accord. J'ai pas de citation sur l'empathie, On peut désolée. être empathique Je trouvais avec qu'elle- l'homme avec lequel on est aussi. Je trouvais que c'était rigolo, voilà, je voulais juste citer un petit passage parce que Danielle Thierry, c'est vrai que c'est intéressant et c'était j'ai lu ses mémoires là, quand elle raconte comment elle était la première femme commissaire et tout ce qu'elle a subi et les vexations et les insultes et genre mais vous allez pas, comment vous pouvez tirer, vos mains sont trop petites, les armes n'étaient pas adaptées non plus aux femmes, les humiliations, et comment elle raconte aussi, ça c'est très beau, je trouve, et je retrouve ça chez beaucoup d'enquêtrices dans la police, que évidemment en tant que femme, partout elle se fait siffler, surtout avec son physique, voilà, on la remet dans la rue sans arrêt, le harcèlement quotidien. Et elle disait quand j'ai eu des fois je sortais ma carte de police et je leur mettais sous le nez, et c'était comme une façon de dire, voilà, laissez-moi tranquille. C'est intéressant. Non, j'ai le pouvoir de vous nuire.
j'ai du pouvoir aussi. Et Ouais. chez beaucoup d'enquêtrices, elles disent ça, elles disent moi je suis entrée dans la police, c'est pour plus avoir peur. Maintenant je suis du côté de la force. Ouais, Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce Empowerment, un peu. Est-ce que vous avez analysé un petit peu cette question de pouvoir? C'est-à-dire, je lis votre livre à l'arme égale, c'est pour ça que je suis là aussi, mais est-ce que, quelle est une question? Parce qu'on voit les femmes que vous avez citées tout à l'heure, comme Margaret Thatcher, etc. Est-ce qu'on peut dire, le pouvoir est-il un sexe? Vous voyez, c'est la question du pouvoir. Est-ce qu'on peut analyser du côté du polar un peu plus profondément? C'est-à-dire la prise du pouvoir. Vous voyez, la femme quand elle est, parce que normalement elle est toujours dans la société en général, dominée. Oui. Elle n'est pas que dominante, je parle en général, je parle sociologiquement, je ne parle pas des banques ou des femmes qui ont le plein de pouvoir dans les banques. Mais est-ce que vous avez analysé un peu comment elles exercent ces pouvoirs? Comment elles exercent? Ouais, c'est une question qui Alors, m'intéresse. moi ce que j'ai voulu montrer, c'est que les femmes avaient été exclues du pouvoir, exclues de la littérature, exclues de... voilà. Mais, et que pour moi c'était important de reprendre ce pouvoir pour des questions d'égalité. Et après, je ne pense pas que si les femmes ont le pouvoir, elles l'exercent mieux que les hommes, ou qu'avec plus d'empathie, je ne crois pas du tout. Et je pense que mon côté un petit peu anarchiste, je pense que le pouvoir est essentiellement mauvais, comme disait Louise Michel. Voilà, mais c'est pas parce qu'il est mauvais qu'il faut le laisser aux mains des hommes, justement. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire de cette question du pouvoir. Je ne suis pas pour que les femmes prennent le pouvoir. Je suis pour qu'on développe ces questions de pouvoir partagé, de démocratie en fait, d'empathie, de non-violence. Mais quels sont les moyens? Et sur la question des moyens, le débat est ouvert. Mais je pense que plus les femmes et plus les gens qui sont opprimés en fait contesteront ce pouvoir qui est quand même voilà, réservé à une minorité, pour moi, plus on va vers l'égalité. Mais voilà, peut-être votre question c'était, je ne crois pas que les femmes qu'un pouvoir exercé par les femmes, ça serait l'idéal. Je ne pense pas du tout. Je pense surtout que, pour l'instant, on a un problème sur ce qu'on veut du pouvoir. C'est-à-dire que, pour moi, pour l'instant, le pouvoir, comme on l'entend, il est antinomique avec l'empathie. Par exemple, dans le pouvoir de la politique ou des sociétés, si vous me faites montre d'empathie, on ne vous donnera pas... on ne laissera pas avoir le pouvoir parce qu'on a décidé que le pouvoir écrasait les autres. Donc c'est antinomique de demander de l'empathie. Mais après, quand vous prenez une Golda Meir, je ne suis pas sûre qu'elle ait eu beaucoup d'empathie, Golda Meir. Elle a eu un gros pouvoir, mais elle n'a pas eu beaucoup d'empathie. Mais même si on prend nos chefs d'entreprise, on a eu quand même Anne Auvergeon qui était patronne du nucléaire. Je ne suis pas sûre qu'à son poste, elle puisse faire preuve d'empathie, donc elle doit se comporter de manière... masculine, mais dans le sens, voilà, comme on dit, elle a des couilles, quoi. Hein, ça serait l'expression. Et après, vous prenez Laurence, comment elle s'appelait, la patronne des patrons Laurence Parisot. Voilà, je ne suis pas sûre qu'elle pouvait se permettre de montrer d'empathie. Donc, en fait, le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'elle n'en avait pas. Elle en avait peut-être beaucoup avec ses enfants et ses chiens et je ne sais qui. Le pouvoir, je trouve, dans notre monde, on a décidé qu'on devait écraser les autres pour avoir cette place-là. Alors, et c'est là où moi, j'ai envie d'être très positive dans mon analyse, c'est que je pense que les femmes, si elles ne sont pas toutes au pouvoir, c'est parce que les sacrifices qu'il faut être au pouvoir ne sont pas forcément ceux qu'elles ont envie de faire. Moi, je pense que les femmes ont envie d'avoir une vie beaucoup plus complète qu'un seul pouvoir. J'ai envie de croire ça. J'ai envie de croire que la femme, elle, son absolu, c'est d'être heureuse dans la vie et donc d'avoir un homme qu'elle aime, des enfants qu'elle aime, un travail qu'elle aime, mais en fait, tout à égalité d'avoir un équilibre total. Et je pense que tous ceux qui sont au pouvoir sont obligés, quand il arrive, de faire des sacrifices et de ne pas pouvoir avoir tout ça. Elles veulent ça ou on les a conditionnés?
Je sais pas. Moi, j'ai envie de dire qu'elles le veulent parce que c'est une façon de se dire qu'on a des ambitions beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes que ceux qui veulent juste le pouvoir ou l'argent. On peut se dire ça, mais Non, mais il faudrait encore qu'on ait le choix. Bien sûr. Tu vois, donc quand les Bien femmes sûr. auront le choix et Ouais, quand elles ouais. vont Et avoir j'espère des que le choix salaires qu'elles feront, ce ne égaux sera pas aux parce hommes, qu'elles ont le choix. Et la question d'exercer le pouvoir, est-ce que si les femmes, le pouvoir était un peu plus partagé, est-ce qu'ils seraient exercés de la même façon? Peut-être pas. C'est ça, Peut-être la pas. question. Peut-être Même pas. si les exemples qu'on a aujourd'hui des femmes qui arrivent au pouvoir. On a d'autres exemples Elles n'ont aussi, pas. hein, Moi, de je femmes pense et- que- on a aussi d'autres exemples de femmes et d'hommes qui refusent ce pouvoir et qui l'exercent autrement. Voilà, c'est pas une question de sexe, je dirais. Hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est un peu facile quand même de dire oui, les femmes elles tiennent moins l'argent, elles sont moins payées, mais c'est parce que pour elles, les vraies valeurs sont ailleurs. Non, mais on peut faire le même raisonnement. Ouais. Hein, donc, et puis elles tiennent moins au pouvoir, pour elles, elles voient plus loin, c'est pas important ce petit pouvoir-là. Bon, entre-temps, on laisse quand même le pouvoir aux mains d'hommes blancs, valides. Ça pose question, et ça pose d'autant plus question que les oppressions, elles sont réelles et elles nous, je veux dire, c'est des violences. C'est pas non plus par hasard que les violences faites aux femmes prospèrent, enfin, ne tarissent pas. Donc on peut pas se dire comme ça, bon, c'est pas grave. Non, je dis pas, c'est pas grave, attention. Non, j'ai compris, hein, mais. Mais après, il ne faut pas mélanger tous les discours, parce que quelque part, ces hommes blancs valides qui ont le pouvoir, ils oppressent 95% des hommes aussi. Je veux dire, donc là, quelque part, c'est encore une autre discussion entre parce que ceux pour qui ont moi, le pouvoir. encore une fois, le combat féministe, c'est pas un combat pour les femmes, et on en a parlé déjà ensemble, c'est un combat dont tout le monde sort gagnant, y compris les hommes, parce que je pense aussi que les hommes pâtissent de ce système, qu'on peut appeler le patriarcat, autant différemment que les femmes, mais voilà, donc, voilà. Prochaine session. Le débat est ouvert, c'est vraiment les questions. Moi, je pense quand même que si on parle du polar, du coup, on a toutes ces questions qui sortent, la violence, le pouvoir. Et c'est pour ça que le polar, pour moi, c'est quelque chose de tellement essentiel et que j'aime tellement lire des romans policiers. Donc, continuez d'écrire. Ça reste des instantanés de la société, le polar. Donc c'est un genre qui est propice, en fait, aussi à la critique de la société, bien sûr. À traiter beaucoup de choses, bien sûr. Et la question de la justice, que je trouve tellement importante dans tes romans. Ah oui, c'est-à-dire un thème, comment est-ce que la justice peut être rendue ou pas, qu'est-ce qui va, comment on punit ou pas. Et je trouve que c'est vraiment sans manichéisme. Franchement, c'est des réflexions. On en sort complètement bouleversé de tes romans. Je voulais dire ça aussi sur. Et pas forcément la série Max tous. Mais j'ai souvent, moi, trop lu une justice qui ressemblait à une vengeance. Et pour moi, c'est deux mots différents. C'est pour ça qu'on en a deux d'ailleurs. Et voilà, et la vengeance est personnelle, la justice est sociétale. Et donc, à partir du moment où elle est sociétale, elle ne doit pas répondre aux besoins personnels. Et donc, et tout ça m'intéresse énormément entre le ressenti, ce qu'on peut obtenir, ce qu'on va obtenir. Voilà, c'est un sujet qui m'a toujours, qui me questionne beaucoup. Moi, je me dis toujours, s'il m'arrive vraiment un immense malheur, je sais que la justice ne pourrait pas m'apporter réparation. En fait, même si elle le voulait, non, elle permettra éventuellement au prochain de ne pas subir le même préjudice que moi, mais moi la réparation, le mal sera fait, donc elle ne pourra rien pour moi. Donc c'est vraiment des sujets qui me parlent tout le temps. Et donc on est parti pour la nuit blanche. Non, mais il y a encore une petite question. C'était juste pour conseiller un livre qui est un livre d'une historienne qui est en étudiante en histoire et qui s'appelle Geneviève Prudhomme et qui a fait un livre sa thèse c'est sur les femmes dans la police. C'était un peu en rapport. Ça s'appelle De la sergeante à la femme flic et ça a été publié aux éditions La Découverte et qui est noté sur le liste. D'accord. De la sergeante à la femme flic. Oui. Ah, Du coup, elle fait l'histoire de la place des femmes dans la police française. On n'entend pas. Oui, pardon. Du coup, je parlais un livre d'une historienne qui a fait une thèse sur la place de la femme dans la police et qui s'appelle De la sergeante à la femme flic.
Et donc voilà, ça développe justement, et c'est un livre féministe qui parle de ça. Tu l'avais Oui, oui, puis elle a aussi écrit, participé à un ouvrage collectif qui s'appelle De la violence des femmes, justement, très très important sur ce sujet. Penser la violence des femmes. Penser la violence des femmes. C'est récent ou Le livre Penser la violence des femmes, Non, c'est assez récent, mais sa thèse, elle l'a faite il y a 15 ans. J'ai la D'accord. date quelque part. Et le livre dont vous Le parlez, livre est toujours en librairie. et C'est c'est de... un ouvrage d'histoire, quoi. C'est un ouvrage scientifique. Ok. Et on applaudit nos deux invités.